Bien le bonjour à toutes et tous. Cette fois, je ne vous emmène pas dans un lieu templier, commanderie ou prison, mais dans un endroit chaleureux, le moulin de Daverdis, où j'ai le plaisir de recevoir un confrère, François Dessy, journaliste honoraire au Courrier de l'Escaut, qui va nous raconter une aventure incroyable. Celle d'un philologue, un brin bourru, Rudy Cambier, qui 2 ans avant l'an 2000 a annoncé que le texte des Centuries de Nostradamus est en fait un plagiat d'un manuscrit d'un moine de l'abbaye cistercienne de Cambron. Ce moine, Yves de Lessines, prieur de son abbaye à l'époque du procès des Templiers puis abbé, raconte en détail la fin de l'ordre du Temple et le sauvetage in extremis d'une partie des biens de l'ordre auquel il a participé. Ce trésor des Templiers, essentiellement constitué d'archives et de reliques, pourrait toujours attendre sa découverte dans la cachette imaginée dans l'urgence, il y a plus de 7 siècles, à Wodek, un petit village de la commune d'Ellezelles. François Dessy, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette rencontre. c'est un plaisir. Alors, dans une carrière de journaliste, vous êtes journaliste pour le Courrier de l'Escaut, aujourd'hui journaliste honoraire. Dans une carrière de journaliste, on traite des centaines de sujets différents, et c'est rare qu'on revienne plus de 5-6 fois sur un même sujet. Vous êtes revenu plus de 50 fois sur un sujet. Exact. Alors, ce sujet, c'est quoi? Donc ce sujet, c'est l'histoire d'un philologue de la région de Tournai, ce qu'on appelle la région des collines, à Wodek pour être plus précis, qui raconte l'histoire d'un moine de l'abbaye de Cambron, sur laquelle il y a maintenant le site de Péridesa. Et ce moine de Cambron, selon la lecture que fait Rudy Cambier, raconte des chemins templiers, à l'époque où les templiers sont poursuivis par Philippe le Bel et l'Inquisition. Et ces chemins décrivent des itinéraires à suivre par ce qu'il appelle un attendu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui comprendrait un texte, et ce texte le conduirait au fameux trésor des Templiers. Ce moine de l'abbaye de Cambron, le philologue dont vous parlez, Rudy Cambier, il a même retrouvé son nom. Oui, il a retrouvé son nom, et ce serait un certain Yves de Lessines. On va résumer Cambier d'abord, aller jusqu'à l'extrême, puisque le fameux texte qu'il analyse, c'est les Centuries de Nostradamus. Ça veut dire, je sais où est le trésor des Templiers, il est caché sous ma cave à betteraves, et c'est Nostradamus qui me l'a dit. Vous validez le résumé? Je valide le résumé à mon corps défendant, parce que, évidemment, quand on présentait le résumé comme ça suscite l'hilarité, les moqueries, etc. Et subi, le mot est trop fort, ça n'a jamais été méchant, mais enfin, les moqueries de mes collègues, de certains des lecteurs ou des gens de la région, j'ai entendu pas mal d'hilarité à ce sujet. On se moquait de moi, évidemment, et évidemment, comment tu prends cette histoire-là au sérieux, etc. Mais moi, je disais toujours à ces gens-là, ben oui, évidemment que c'est gros, c'est énorme. Mais si vous lisiez simplement un de mes articles, comme vous avez dit, j'en ai écrit à peu près 50, lisiez un de mes articles. Et si vous lisiez les livres de Rudy Cambier, il en écrit 2, même si c'est le même contenu, ben peut-être que vous ne diriez plus les mêmes choses, parce que c'est quand même très... Les arguments défendus par Cambier, c'est des arguments de langue, bien sûr, parce qu'il est philologue, des arguments historiques, géographiques aussi. Tout ça est extrêmement cohérent. Il faut savoir aussi que Rudy Cambier, il est
il est philologue, mais il a aussi c'est ça qui fait aussi la différence. Il a une mémoire extraordinaire, incroyable. Il raconte que quand il était à l'Athénée, date où il a fait ses études secondaires, on l'appelait la photocopieuse. C'est un type qui a énormément lu, c'est un type qui lit tout le temps, donc il a lu énormément de livres sur le Moyen-Âge, il retient tout, et ça lui permet d'aller rechercher des tas de trucs et de les mettre en faisceau, et finalement d'avancer cette thèse qui paraît a priori invraisemblable. La première fois que j'ai lu son livre, je me suis dit, soit il est génial, soit il est fou. Mais moi, je dirais avec beaucoup d'amitié, parce que maintenant, Rudy Cambier est devenu un ami, même si je ne suis pas toujours d'accord avec tout. Mais c'est un génie, et il est aussi un peu fou. Ça, je le dis ça avec beaucoup d'amitié. Et un de ses amis à qui il avait confié la présidence d'une ASBL pour faire des fouilles, pour trouver le fameux trésor, et qui était un ami personnel de Rudy Cambier depuis ses études secondaires. Un jour, ce monsieur-là m'a dit « Je connais Rudy, il est capable d'avoir tout inventé. » Et quand on dit ça à Rudy, il part dans un grand éclat de rire. C'est un beau compliment. Non. Et quelqu'un qui lui a fait aussi un bon compliment, c'est Jean-Luc Ruck, qui est maintenant actuellement ministre fédéral. Jean-Luc Ruck venait de devenir ministre régional et il était invité à l'émission de Vreboss. Et Jean-Luc Ruck est aussi originaire de la région de Wodek. Il est bien de Frasnes, qui est à 10 km de Wodek. Et il connaît bien l'histoire racontée par Rudy. Et Vreboss lui a posé la question lors de cette interview. C'était à la fin de l'interview, on n'a plus rien à voir avec le sujet pour lesquels on était plutôt dans les champs de compétences de Jean-Luc Ruck. Et alors Vreboss pose la même question que vous me posez. Et vous y croyez, vous, à cette histoire? Vous connaissez cette histoire? Vous y croyez à cette histoire de trésor de Templiers? Et Jean-Luc Ruck a eu cette phrase magnifique de dire « Si cette histoire est vraie, c'est extraordinaire. Si elle est inventée, c'est encore plus extraordinaire. » Je trouve que c'est un résumé extraordinaire, formidable, et quelqu'un qui l'a bien compris, c'est Éric Dompe. Éric Dompe, il s'intéresse très fort depuis le début aux travaux de Rudy Cambier, et il a envie de les valoriser, ça viendra peut-être à un moment donné, mais en disant bien, c'est une histoire. On ne va pas prendre position, mais c'est une belle histoire, et cette histoire, elle mérite d'être racontée, et c'est pour ça que je suis très content d'être en face de vous. Alors, au début, comme journaliste, quand vous êtes face à une telle assertion, c'est énorme. On se dit, mais... C'est énorme. Et je vais vous raconter ma première rencontre avec Rudy Cambier, parce que ça aussi, ça pourrait être raconté dans un roman, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Un beau jour, on était en février 1998. Moi, j'étais seul à la rédaction, qui était à l'étage. Et alors, on avait un bureau d'accueil, et puis c'est Jean-Paul qui était à l'accueil, et puis Jean-Paul qui m'appelle. François, il y a quelqu'un qui est en bas qui voudrait voir un journaliste pour lui parler de Nostradamus, comme ça. Est-ce que tu pourrais venir voir ce monsieur? Et moi, je me suis dit, zut, ça y est, encore un farfelu, sachant, et encore aussi je dis ça avec beaucoup d'amitié pour les drôles de personnages qui courent nos rues parfois, mais nous sommes à Tournai, où j'étais basé à l'époque, nous sommes à 2 km d'un hôpital psychiatrique qui s'appelle les Marronniers, qui est un des grands hôpitaux psychiatriques de la région wallonne. Alors il y a des gens qui sont dangereux, qui sont enfermés, mais aussi des tas de gens qui sont sous contrôle, qui ne sont absolument pas dangereux, qui sont même sympathiques, et qui se promènent en rue. Et à cette époque-là, on recevait pas mal de visites, de courriers de gens qui venaient des Marronniers et qui venaient nous raconter des histoires invraisemblables sans queue ni tête. Et moi, je pense, à ce moment-là,
Ça y est, c'est un gars des marronniers, on était en 1998, donc l'an 2000 arrivait, ça y est, il vient me parler de l'an 2000, des catastrophes, Nostradamus, etc. Je suis descendu en pestant, parce que j'étais occupé à autre chose de beaucoup plus important, évidemment, et je tombe sur celui que j'allais apprendre, c'était Rudy Cambier. C'était un grand gaillard. On était au mois de février et il faisait pas chaud ce jour-là. Il était en charentaise. Il n'avait pas de grosse veste. Il était un pantalon en velours côtelé comme moi, avec des bretelles d'une autre époque, avec une petite moustache pas du tout soignée, très, très amène, très souriant, très sympathique. Il dit: je me présente, je suis le fils de Jules Descollines et je viens vous parler de Nostradamus. Il faut savoir que Jules Descollines, ce n'est pas un personnage farfelu, c'est un chansonnier de la région des collines, et c'est effectivement le papa de Rudy. Et Jules Descollines, c'est un personnage très, très emblématique de la région des collines. Alors évidemment, quand je me dis ça en moi-même, je ne me suis pas trompé, c'est un gars des marronniers, il est sympathique, mais enfin je vais l'envoyer promener. Et puis tout de suite, il me dit, voilà, je suis philologue, donc spécialiste du français ancien, et j'ai beaucoup étudié le texte des Centuries, donc les prophéties de Nostradamus. Et il m'est apparu que ce n'était pas des prophéties, mais que ça racontait une histoire, et l'histoire des Templiers. Et que le vrai auteur de cette histoire serait un moine, il ne me dit pas son nom, un moine de l'abbaye de Cambron. Alors moi, j'ai très vite réfléchi. Bon, là, ça prend déjà un peu plus de consistance. L'abbaye de Cambron, donc moi, ça m'intéresse, l'abbaye de Cambron. En plus, j'ai une fascination pour les abbayes cisterciennes. Et puis, dans sa première phrase, qu'il dit, ce n'est pas des prophéties. Or, pour moi, c'est évident qu'un type du Moyen-Âge ait pronostiqué la chute du mur de Berlin, la chute des tours de New York, etc. Moi, ça. Donc, bon, et si je rencontrais ce monsieur quand même, il dit: écoutez, non, aujourd'hui, maintenant, c'est pas possible, revenez me voir lundi, et puis on discutera de votre histoire invraisemblable. Il est revenu donc le lundi suivant. On est allé au café du coin où les journalistes du Corriere d'Escaut ont leurs habitudes. Et pendant 2 heures, j'ai eu un premier entretien avec lui. Et très vite, ça m'a paru quand même que cette histoire il y avait une certaine cohérence dans tout son récit, et que c'est peut-être pas si fou que, enfin, si fou, on se comprend, mais il y avait quand même, il y a de la recherche. Il y avait du travail là derrière, et que ça avait des apparences d'une certaine vraisemblance en tout cas. Alors un premier article en février 98, donc très vite après votre première rencontre. Ah oui, donc 2 jours après, il y a une page dans le Corriere d'Escaut, j'ai plus le titre en tête, mais enfin, et le titre c'était un philologue de Wodek l'affirme, Nostradamus a copié un livre écrit par un moine de Cambron. A plagié, pardon. On est tout proche de l'an 2000, donc Nostradamus, on en parle parce que peur de l'an 2000, parce que l'an 1999 viendra du ciel un grand roi des frayeurs, c'est peut-être la seule vraie prophétie du texte. Hein. Tout à fait. Il y a une date, 1999, et un grand roi des frayeurs, une éclipse, ça, hein, dans le millénarisme, l'an 1000, etc. Une éclipse, c'est quelque chose, quand on ne connaît pas l'astronomie, c'est quelque chose qui peut faire peur. Hein. On a vu ça avec Tintin. Et on a aussi un décalage qui s'explique très bien par le calendrier, le passage du calendrier julien au grégorien. Exact.
Oui, puisque dans le... C'est 7 mois. C'est 7 mois, or l'éclipse est au mois d'août, donc mais ça fait 11 jours de décalage et ça colle parfaitement. Alors, très vite, vous allez aller chercher le spécialiste, je vais dire autoproclamé, entre guillemets, de Nostradamus, Jean-Charles de Fontbrune. Vous allez jusqu'à Bordeaux, vous le rencontrez? J'étais jusque Bordeaux, donc moi j'ai eu très facilement les coordonnées de Jean-Charles de Fontbrune, et moi ce que j'avais envie c'était une confrontation, enfin une confrontation, un débat entre les deux, entre Jean-Charles de Fontbrune qui était effectivement... Je ne veux pas dire qu'il était autoproclamé, c'était un gars assez simple, c'est pas quelqu'un qui faisait trop le malin. Il était sûr de lui, de ses arguments, mais il n'est pas quelqu'un qui écrasait les autres, qui disait non, non, qui disait je suis le seul. Non, non, c'était quelqu'un de... Mais c'est surtout quelqu'un qui avait écrit un livre quelques années plus tôt, Nostradamus, historien et prophète, qui était un best-seller absolu avec 2 millions d'exemplaires vendus. C'est surtout ça qui a fait sa notoriété. Et Rudy Cambier lui-même disait que parmi tous les exégètes de Nostradamus et des Centuries, que c'était sans doute le plus sérieux, en tout cas qui basait le plus ses trouvailles sur des recherches historiques, de langue, etc. Donc, moi, j'avais envie de confronter, de mettre en présence les deux personnes. Je dis, je veux bien venir chez vous à Bordeaux avec Rudy Cambier, et on discutera à trois, ça peut être intéressant quand même. Et alors, Jean-Charles de Fontbrune a dit, non, pas question. Il y a trop de gens qui ont essayé de se servir de ma notoriété pour vendre leur camelote. Visiblement, votre Rudy Cambier, c'est un farfelu, un de plus. Donc, vous pouvez venir, je vous accueillerai, vous poserez toutes les questions que vous voulez, mais vous viendrez seul. Et je suis effectivement, j'ai pris le TGV je sais plus, enfin peu importe, jusque Bordeaux. Il est venu me chercher à la gare de Bordeaux et le soir même, il m'a invité à un restaurant pour une première prise de contact. Et puis le lendemain, il m'a emmené chez lui. On a passé toute une journée et je lui ai posé 10, 20, 30 questions que j'avais soigneusement préparées avec Rudy Cambier avant de partir. Et quand je suis sorti de chez Jean-Charles de Fontbrune, je me disais, oula, il connaît bien son sujet, le gaillard. Je me demande ce que Rudy Cambier va dire avec ça, parce que ça tient quand même vachement la route. Et puis je suis retourné, donc j'ai fait un article avec questions-réponses de l'interview de Jean-Charles de Fontbrune, et puis je suis venu avec l'article chez Rudy Cambier en disant voilà ce que dit de Fontbrune, argument 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que vous avez à répondre? Et puis tac, 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 il avait lui aussi réponse à tout. Et puis, à la fin, je me disais, mais oui, c'est quoi ce bazar? Ils ont tous les deux raison, c'est pas possible. Cette confrontation, elle va avoir lieu dans un écran témoin. Cette confrontation va avoir lieu dans un écran témoin, justement, en l'an 2000. Moi, j'étais pas invité. Enfin, Rudy était invité. Rudy dit, oh, je vais aller là. Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Ben oui, évidemment, c'est un plaisir. Et il me dit, et Jean-Charles de Fontbrune sera là. Moi, j'étais un peu fâché en disant, c'est ça, quand moi, entre guillemets, petit journaliste du Courrier d'Escaut, je vais faire une confrontation, allez vous faire voir, je ne parle pas à ce monsieur. Et puis là, c'est la télévision belge, alors là, oui, là, on veut bien... bon. Donc, j'ai effectivement assisté à la confrontation sur le plateau. Il y avait aussi le professeur Francard, qui est un grand spécialiste aussi de la langue du Moyen-Âge. Vous vous dites quand même déçu de cette confrontation. Ça n'a pas eu le sel que ça aurait dû. Oui, j'ai été très déçu, et pas seulement moi, mais tout. Parce qu'on était partis ensemble, quelques-uns, quelques copains de Rudy, en lui disant, mais enfin, tu as été. Ils lui ont dit des choses comme ça. Ils lui ont dit, mais enfin, Rudy,
as été pas lamentable, mais enfin c'est à peu près ça. Tu as des arguments à faire valoir, des arguments extraordinaires, encore une fois, de langue, de géographie, d'histoire, etc. Tout ça est cohérent. Et tu as passé ton temps à insulter presque Fonbrune. Tu l'as traité de noircisseur de papier. Noircisseur de papier. Enfin, au lieu de défendre tes arguments. Donc ça n'a pas été un débat, en tout cas, très, très riche en arguments. Oui, c'était décevant, oui. Vous allez continuer à suivre l'actualité au fur et à mesure. Rudy Cambier fait des conférences. Il est rejoint aussi par d'autres qui vont proposer leur aide. Et puis, tous les médias s'en mêlent en 2000. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Et moi, je dois dire que moi-même, ce que je savais des Templiers, je n'en savais rien du tout, sauf le gros de la légende. Et j'ai appris plein de choses en faisant mes articles. Mais c'est effectivement, pour moi, Templier, c'est égal mythique, bien sûr, oui. Les gens qui vont le rejoindre, est-ce que finalement, des astrologues, des ufologues, des numérologues, est-ce que ça lui a vraiment rendu service ou est-ce que ça lui a porté préjudice? Il y en a deux qui lui ont rendu service. Les autres, il y en a qui lui ont rendu de petits services, d'autres qui sont partis dans des directions, je dirais, que moi je trouve fantaisistes, en tout cas manquant de rigueur, mais en tout cas il y en a deux qui lui ont été d'un grand secours. D'abord par leur titre. Là-dedans, il y avait Geneviève Moulignot, docteur en philosophie et lettres, et Jean-Philippe Laouste, docteur en sciences, mais aussi très féru d'astronomie. Et Jean-Philippe Laouste, qui a d'ailleurs écrit lui aussi un livre dans la foulée, il a dit qu'au Moyen-Âge, on aime bien lier des phénomènes astrologiques, par exemple des comètes, des choses comme ça, des éclipses, etc., et des événements historiques. Et moi, je constate que dans les centuries, il y a un certain nombre de quatrains qui racontent des faits historiques, en tout cas tel qu'en fait la lecture Rudy Cambier, avec des phénomènes astronomiques. Et que ça correspond, les dates correspondent. Et que tous ces événements-là sont tous les événements racontés dans les centuries sont liés à l'époque du Templier, c'est-à-dire du XIIe au XIVe siècle, pour faire les choses en gros. Et Geneviève Moulignot, donc docteur en philosophie et lettres, elle a fait aussi son enquête, et elle a dit, ça, oui, les arguments de Rudy Cambier, ça fait sens. Et elle, ce qui l'avait le plus frappé, c'était la toponymie. Je parlais d'arguments géographiques. Elle dit, dans les centuries, il y a une cinquantaine de noms de lieux, donc de toponymes, de la région de Wadek, de la région des collines, et dans leur appellation au XIVe siècle, qui est l'époque du moine de Cambron. Parce qu'il faut savoir qu'un toponyme, au cours des siècles, le nom, ça évolue. Mais il y a une cinquantaine de toponymes dans les centuries qui sont des toponymes de la région des collines, donc de Wadek, tels qu'ils se disaient, qu'ils s'écrivaient au XIVe siècle. Et ça, c'est quand même interpellant. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on se dit Nostradamus, qui est un médecin, pharmacien, on ne sait pas très bien, hein, c'est même pas sûr cette histoire-là, mais on sait qu'il est astrologue, on sait qu'il est de Provence. Qu'est-ce qu'un médecin astrologue provençal du XVIe siècle, donc 2 siècles plus tard, viendrait décrire des
des toponymes de la région des collines, en région picarde en plus, parce qu'en plus aussi, d'après Rudy Cambier, il y a toute une série de termes picards du XIVe siècle que Nostradamus n'aurait pas pu connaître. Il y a un très bel exemple aussi, c'est viendra en Flandre électeur jusqu'en Flandre électeur de l'Empire. La Flandre électeur de l'Empire, c'est forcément cette petite région de non-droit qui représente une partie du pays des Collinins, Bodec. C'est très clippé. C'est ça, donc c'est la fameuse terre des débats. Voilà. Qui était composée de la ville de Lessines et de six villages, et la terre des débats, et dans laquelle il y a Wodek, se trouvait aux confins des deux grandes puissances de l'époque, l'Empire romain germanique était en pleine déliquescence, et puis la Flandre qui était d'un autre bord, qui à cette époque-là, la Flandre était la région la plus riche du monde. Et qui dépendait du roi de France. Et qui dépendait du roi de France. Et la terre des débats, ce sont dans cette ville et ces 6 villages qui sont un peu une espèce de no man's land entre les deux, un peu que les deux grandes puissances de l'époque revendiquent. Mais évidemment, ils vont pas aller se battre pour ces 6 villages. Ils ont d'autres raisons de se battre que c'est là. Mais c'est un bon endroit. Enfin, ça fait partie des arguments de Rudy Cambier. C'est un bon endroit pour aller planquer quelque chose, parce qu'il n'y a personne qui va là. Le roi de France va pas aller là, l'empereur non plus. Je ne sais pas si vous le savez, mais Rudy Cambier n'est pas le premier à avoir lié le texte des Centuries aux Templiers. Oui, je sais, oui. Il y a eu Piob, exact. Il y a déjà un siècle. Exact. Il y a eu un certain Gilles ou Gilles dans la revue Atlantis, qui fait quelques rapprochements très significatifs entre des quatrains et des phases de l'histoire templière. Et puis il y a eu plus récemment Roger Prévost, Nostradamus, le mythe et la réalité en 99. La particularité de Cambier, c'est d'avoir dit il faut voir ça comme un ensemble. C'est tous les quatrains qui font partie. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que oui, Piob, ça, Rudy Cambier, il connaît bien Piob, il m'en a parlé, mais moi, je n'ai pas été lire Piob, mais je lui ai fait confiance. Parce que chaque fois que je lui ai fait confiance pour tous des arguments de cet ordre-là, je ne l'ai jamais pris en défaut d'erreur quelconque. Donc on lui dit que Piob, oui, mais Piob, il a vu des bouts de phrases ou des quatrains qui pourraient se relier à l'histoire templière, mais c'est tout. Il n'a pas identifié l'auteur, il n'a pas. Et effectivement, vous avez raison. C'est de temps en temps un quatrain où il y a une connotation templière, mais c'est tout. Apparemment, Piob n'a pas été plus loin que ça. Si on revient au début des années 2000, on a vécu l'affaire du trou et on a vu qu'il existait des radars de sol. Alors on va faire venir dans la propriété de Rudy Cambier un radar de sol. C'est assez unique ça pour l'époque. Vous faites un article évidemment. Je fais un article évidemment, bien sûr. Je fais un article dès que je l'apprends, je fais un article. Et donc ce radar du sol, c'est un Anglais qui est venu, qui avait mis au point une machine très particulière qui permet de sonder le sol assez profond et qui a révélé la présence de ce qui pourrait être deux caves à un endroit donné. Et il se fait que des lieux où on a repéré la présence de deux caves, on n'a pas fouillé, on n'a pas encore fouillé, on le fera peut-être un jour, c'est précisément l'endroit que Rudy Cambier avait identifié avec le texte. Il a dit, le texte dit que, en tout cas les Templiers ont enterré 22 petits tonneaux quelque part ici. Et ça correspondait entre ce que Rudy Cambier avait dit avant que vienne le radar, d'après la lecture que je fais, c'est ici. Le radar a dit, oui, mon radar dit qu'effectivement, il y a deux cavités à l'endroit où vous dites. Alors, les archéologues disent qu'on n'a jamais vu ce rapport du radar. On a vu un schéma
Et on nous dit de lire et de comprendre le schéma comme ça, mais on n'a jamais vu de rapport scientifique de ce radar. Est-ce que ce rapport scientifique, il a existé? Est-ce que... Je crois qu'il a, oui, je crois qu'il a existé, mais c'était quelque chose de privé. Et puis, je sais bien quand ça a fait l'objet de beaucoup de débats en interne, etc. Franchement, il y a quelque chose de pas clair là. En tout cas, pas clair. Quand je dis pas clair, je ne dis pas qu'on veut cacher des choses, mais effectivement, ce rapport n'est pas parvenu au. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas du tout. Je ne suis même pas sûr que le gars qui est venu avec son radar ait fait un rapport. Enfin, toujours est-il que de toute façon, que ce rapport soit parvenu aux archéologues ou pas, c'est un fait que les archéologues de la région wallonne n'ont pas pris du tout cette histoire au sérieux, mais comme on en revient au tout début de notre entretien, le trésor des Templiers, vous n'allez pas nous enquiquiner avec ça, on a autre chose à faire, circuler, il n'y a rien à voir. On a l'impression on les dérange et qu'ils risqueraient presque leur carrière à oser prêter une oreille. Mais en tout cas, c'est l'hypothèse émise par Rudy Cambier, parce que il se fait que, par un concours de circonstances, j'ai rencontré en tout cas un membre de l'administration de l'archéologie dans un tout autre lieu, l'abbaye de Rochefort, pour ne pas la citer, et je lui dis, mais c'est quoi ce bazar Ok, ça vous paraît pas crédible, ce machin-là, je comprends. Mais qu'est-ce que ça vous coûterait de venir Mais effectivement, et puis il a un petit peu, il a un petit sourire, un petit peu à botter en touche. Oui, les archéologues chez nous disent. Non, mais c'est Rudy Cambier qui a cette hypothèse, c'est que dans ce milieu-là, s'il y a un archéologue qui dit si quand même, il faudrait quand même aller, c'est prendre le risque de ne pas être pris au sérieux. Vous cherchez des preuves dans ce qu'il a écrit, et il va nous en offrir une fabuleuse. C'est les 2 tables de l'église de Moustier. Alors ça, c'est essentiel dans sa thèse. Ce qui me surprendra toujours, c'est que vous en dites plus dans votre article que lui dans son livre. Non, moi je ne suis pas, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est un argument central. Ce n'est pas un argument central. Et moi, j'ai même dit, moi, de mon point de vue personnel, que pour moi, c'est un argument qui moi, est un peu faible. Puisque lui, Rudy Cambier, il dit que cette table, donc, table mystérieuse à l'église de Moutier, qui est tout près de Fresnay-en-Vin et pas très loin de Wodec. Donc il y a 2 hôtels avec ça ressemble très fort à des tables de la loi de Moïse. Et c'est pratiquement toutes des consonnes. Et il y a l'historien du village, Monsieur Jean Connard, qui a essayé de décrypter ça, qui a écrit à tous les services secrets du monde entier pour dire est-ce que vous soyez. Et rien du tout. Il n'y en a aucun des services secrets qui a trouvé de solution. Non, avec toutes nos techniques modernes, etc., on ne parvient pas. Et Rudy Cambier dit moi j'ai trouvé. Mais je trouve. Un peu tiré par les cheveux. Pour moi, c'est un peu. Autant tous ces autres arguments, c'est pas du tout tiré par les cheveux. Pour moi, c'est extraordinairement cohérent. Mais là, il dit oui, c'est toutes des consonnes, donc il faut aller chercher des voyelles. Et puis dans un quatrain, on parle de 14 lettres secrètes. Et pour trouver ces 14 lettres secrètes, il y a encore tout un procédé. Je ne me rappelle plus du. Il faut aller dans le quatrain latin. Il faut aller dans le quatrain latin. Et puis quand on les met dans un certain ordre avec les consonnes, on trouve une phrase qui est du Picard du XIVe siècle. Et pour bien montrer que moi j'ai eu un peu de mal avec cet argument-là, en tout cas, c'est intéressant. Mais bon,
pour moi, ça demande, je demande à voir quand même. J'ai publié un article, le 1er avril. Oui, oui, oui. C'était un 1er avril, Oui, oui. et c'était volontaire de ma ça le 1er avril. C'était volontaire le 1er avril, je trouvais que c'était un bon 1er avril. C'était aussi ma façon en accord avec Rudy Corbier, tout ça. Hein, je n'ai jamais fait d'enfant dans le dos. En accord avec Rudy Corbier, il dit, on va sortir ça le 1er avril. Donc c'est ma façon à moi de prendre un peu distance par rapport à ça, mais quand même de raconter comment vous arrivez à cette conclusion-là. Et effectivement, ça faisait toute une page du journal. Le deuxième livre, justement, de Rudy Corbier, il compte le sortir ou est-ce qu'il veut arriver à la preuve ultime? Non, c'est strictement rien. Je sais qu'il a plusieurs livres en chantier, je ne sais pas où ça en est. Et puis Rudy, il a cette difficulté d'être très prolifique, d'être très long. Et il digresse aussi beaucoup. Hein. Il digresse, alors il se lance dans des trucs et puis il se rend compte D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec moi à un moment donné. Donc il a écrit les 2 livres qui ont été publiés, donc le deuxième qui est un peu une ressucée du premier. Et alors il a été appelé par Éric Dompe en disant ce serait... moi je trouve très intéressant, moi ça m'intéresse, je m'intéresse à l'histoire de ce site, etc. Ça donne du sens à un certain nombre de choses. Mais votre livre, il est quand même, il n'est pas facile à lire. Ce serait bien que vous fassiez la même chose, mais accessible à tout le monde, pédagogique, faire de la pédagogie, etc. Donc c'est Rudy qui m'a raconté après, il dit OK. Et puis il a essayé donc de faire ce que Dombe lui avait demandé. Et puis il revient vers moi. Oh, écoute, je n'en sors pas, j'ai déjà écrit 1000 pages, je ne suis nulle part. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Moi aussi, je veux bien vous aider. Alors, laissez-moi un petit peu réfléchir. Et puis, quelques jours ou quelques semaines après, je suis revenu vers lui. Il y a 3 hypothèses. Ou bien j'écris le livre en pédagogie et je suis votre nègre. Et puis je l'écris, et puis vous signez de votre nom. Ou bien vous écrivez vous-même votre livre, mais alors pas 3000 pages, et je le corrige avec mon regard de journaliste. Ou bien, moi, j'écris mon propre livre, c'est-à-dire que je vais raconter l'histoire que vous racontez, mais à ma façon à moi, et sous forme romancée. Et c'est comme ça que j'écris un roman qui s'appelle L'Attendu de Cambron, qui n'a pas trouvé éditeur à ce jour, et je ne désespère pas de le trouver un jour. On va lancer un appel à d'éventuels éditeurs qui nous regarderaient alors que le roman est fini chez vous. Il est fini. Rudy Corbier. Non, il est fini. Alors Rudy Corbier, il a aussi reçu des visites de la WAP. Il y a des archéologues qui sont venus visiter sa cave. Non, justement, il n'y a aucun archéologue qui est venu visiter sa cave. Et c'est bien ça c'est une des choses qu'il reproche un peu aux archéologues, c'est qu'ils ne sont jamais... Moi, je n'ai pas l'info que j'ai l'info qu'ils y sont allés et ils ont constaté qu'elle ne datait pas du XIVe, c'était impossible. Alors moi, c'est possible. Moi, je n'ai pas cette information, cette information-là. Je sais bien qu'à un moment donné, il avait été question avec l'association de faire dater la poutre. Du dendrochrono, oui. Oui, c'est ça, la dendrochronologie. Mais ça coûtait, paraît-il, quand même une certaine somme, et l'association n'avait pas cette somme. Donc moi, à ma connaissance, la poutre n'a jamais été datée. La poutre, non, mais la cave, bien. Là, La cave elle-même, la construction, la structure de la cave, pour les archéologues, elle ne date pas du XIVe. ça c'est tout à fait possible. Peut-être, oui, c'est tout à fait possible. On peut imaginer une poutre de réemploi, alors. Oui, c'est tout à fait une hypothèse qui a été envisagée, oui, tout à fait, oui. Maintenant, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ça c'est
C'est un architecte qui s'appelle Pierre Pagnès et qui a écrit un petit livre qui raconte aussi l'histoire de Rudy Cambier, mais sous l'angle de cette poutre. Et c'est un architecte qui a fait toute une série de constats, de mesures dans cette cave. Il a constaté que cette poutre, donc la poutre en bois gravée d'une croix, du signe particulier, n'est pas parallèle aux autres poutres, mais qu'elle est bien dans un axe nord-sud et en direction de la fameuse croix philosophe. Il a aussi établi que dans cette cave, il y avait toute une série de mesures, de toutes sortes de mesures romaines, des mesures qui est dit, et ça c'est extrêmement rare, on ne trouve ça que dans des lieux sacrés. Il a aussi constaté qu'entre la cave à betteraves et la croix philosophe dont il est question dans les centuries, il y a exactement, si je me rappelle, 5000 pieds romains. Exactement 5000 pieds romains. Donc c'est un architecte qui a fait toute une série de constats, qui a toute une série de mesures qui sont quand même particulièrement troublantes par rapport à la thèse défendue par Rudy Cambier. Mais j'ignorais que les archéologues étaient venus dans la cave et qu'ils ont... Ça fait déjà quelques années apparemment. Il y a plus de personnes qui ont l'air de s'étonner de la thèse de Rudy Cambier, qui est tout à fait contre-obscurantiste. Il dénonce l'obscurantisme dont on fait preuve toute une série d'exégètes de Nostradamus. Donc lui, il est parfaitement, je dirais, rationnel quand il vit toute une série de... Peut-être un petit peu moins quand pour les tables de Moutier, encore une fois, ça, à mon avis. Mais pour tout le reste, c'est des arguments parfaitement rationnels. Et quand il vient avec des arguments rationnels, on dit, enfin, ce type, il raconte n'importe quoi, le trésor des Templiers, etc. Et qu'un Nostradamus qui écrive effectivement d'un texte complètement, qui a priori, qui a l'air complètement abscon et incompréhensible, et lui, ça lui est tombé du ciel, et ça raconte des milliers d'événements qui se sont produits. Ça, on trouve ça rationnel. Moi, voilà. Ça, je peux vous dire. Ça, c'est votre vécu. Hein. Ça, c'est mon vécu. Mais sur un plan, pour le reste, oui. Philologique, ne comptez pas sur moi pour vous apporter des analyses très fines. Aussi, sur le plan du vécu, on a vu tout un essor de projets touristiques, des circuits pédestres, des randonnées, des fêtes, des manifestations, des promenades, des rallyes, pendant plusieurs années. Et puis plus rien. Moi, je me suis rendu une fois à Elzen et j'étais surpris dans la maison du Pays des Collines de ne trouver aucune documentation. Mais je suis aussi surpris que vous. Ce qu'il faut savoir, et ça peut expliquer une partie des choses, c'est que pour des tas de bonnes, mauvaises raisons, de part et d'autres, c'est que Rudy Cambier s'est très fort fâché avec les autorités communales d'Elzen. Pas l'actuel issu des dernières élections. Idescochy, voilà. Il s'est bien fâché avec ces personnes-là. Et ceci peut expliquer cela. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a notamment par mon intermédiaire, on est en train d'essayer de relancer des choses, justement. Il y a un micro-projet Interreg qui a été déposé à la mi-janvier de cette année-ci et qui porte sur des itinéraires pédestres entre l'abbaye de Cambron, enfin entre Péridesa et la ferme de Cambron. C'est un village qui s'appelle Bermerie, un petit village au nord de la France, pas très loin en dessous des Honnelles, et aussi créer des chemins qu'on appellerait des chemins templiers, Yves de Lessines, on ne sait pas encore, autour de Péridesa et autour du village de Bermerie. Parce que le village de Bermerie et la ferme de Cambron, parce qu'on sait très bien, elle existe toujours sous le nom de ferme de Cambron, et ça, c'est attesté que c'est une ancienne dépendance
de l'abbaye de Cambron, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, les abbayes avaient des propriétés dispersées, qui venaient d'héritage, etc. Et qu'à Bermeries, il y a une ferme de Cambron, il y a un ruisseau de Cambron, une chapelle de Cambron. Et le maire maintenant ça a été fusionné avec une autre commune, le maire actuel, qui va peut-être être réélu au mois de mars en France, il est partenaire du micro-projet Interreg, et la commune de Brugelette est la partenaire côté belge pour la partie Brugelette et Cambron. Donc il y a des choses qui sont en cours aussi avec le centre culturel des collines. Il y a des choses, voilà, on est en train de nouveau de semer des petits cailloux, et puis là, on ne sait pas du tout ce qu'il en adviendra dans les prochains mois. En tout cas, on est en train de relancer la machine. Cette crise entre Rudy Cambier et son entourage et le monde politique communal d'Elzel, elle trouve son paroxysme dans un projet de lotissement, juste en face de chez lui. Tout à fait. Alors lui dit, les centuries, dans les dernières étapes avant d'arriver chez moi, ça fonctionne à vue, et vous allez foutre un building en plein dans la dernière ligne de vue. C'est pas un building, hein. C'est un petit lotissement, ce sont des petites maisons à front de rue. Il y a 5-6 maisons à front de rue, mais effectivement, elles sont sur le chemin, enfin dans le paysage, en plein milieu du paysage, entre le petit abri blanc, là où habite Rudy Cambier maintenant, petit abri blanc dont il serait question selon lui dans les Centuries, et la Croix Philosophe où Yves de Lessine venait de temps en temps se promener, parce que juste à côté de la Croix Philosophe, il y a une ferme, la ferme de Cambron-Chaux, qui est aussi une ancienne dépendance. Donc, et ce paysage entre la Croix Philosophe et le petit abri blanc serait décrit dans les Centuries. Et c'est pour ça que Rudy et son équipe avaient lancé une pétition. Il était au Conseil d'État aussi. Il était au Conseil d'État, etc., en disant, voilà, il y a un paysage qui est décrit, un beau paysage, c'est vrai que c'est un beau paysage, qui est décrit dans le Century, qui soit de Nostradamus, qui soit de Yves de Lessine. En tout cas, c'est un des textes les plus connus de toute l'histoire de la littérature francophone, ce qui est vrai, on ne peut pas le cacher, et on va y mettre à la place un petit lotissement qui n'a aucune valeur ajoutée en termes de paysager, etc. Et on avait d'ailleurs proposé à un moment donné, c'était une idée de Rudy qu'on avait soumis à Perry Deza et à Éric Domp, puis finalement avait dit oui, c'est très intéressant, mais c'est quand même un petit peu loin de Perry Deza. L'idée était que Perry Deza rachète le terrain en face où on a construit les nouvelles maisons, et qu'on y cultive de la vigne. Parce que on parle de vigne matinée dans les Centuries, précisément à cet endroit-là, parce qu'à cette époque-là, il faisait plus chaud, hein, on parle de réchauffement climatique, hein, qu'il ne faut pas nier, évidemment, mais quand même, au fur et à mesure des siècles, le climat, il y a des périodes quand même plus ou moins douces que d'autres, et à l'époque de Yves de Lessine, il faisait plus chaud, et on était juste en face du petit abri blanc, on était plein sud, et il y avait de la vigne qui était cultivée à cet endroit-là. Donc l'idée aurait été que Perry Deza rachète le terrain, qui aurait permis de dédommager l'agriculteur bio qui avait besoin d'argent pour investir dans son entreprise. C'est pour ça qu'il voulait vendre son terrain. Et on aurait planté de la vigne. On aurait peut-être demandé même au fermier qui était Freddy Van der Donck, qui était un pionnier de l'agriculture biologique, et auquel j'ai aussi consacré des articles très positifs, parce qu'on m'a reproché de démolir ce gars, alors qu'il a obtenu un très très beau prix, un peu grâce à moi, grâce à un concours que j'avais initié, des articles que j'avais faits. J'aime bien le rappeler, parce que
ne suis pas toujours à sens unique pour Rudy Cambier et que tous les autres sont des mauvais. Donc tout le monde aurait pu s'y retrouver. Péridesa aurait pu s'y retrouver, Rudy Cambier aurait pu s'y retrouver, l'histoire, surtout l'histoire racontée par Rudy Cambier aurait pu s'y retrouver, et aussi le fermier Billaud aurait pu s'y retrouver. Puis malheureusement, ça ne s'est pas fait. Loin, cette histoire, hein, ça c'est très loin, oui. Particulièrement, parce que je pense que vous en avez marre aussi, le bourgmestre n'apprécie pas nos questions. Vous titrez comme ça. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est vrai que j'étais assez... mes questions étaient un peu dures, quoi. Mais non, il n'a même pas voulu me rencontrer. Il me dit, je lui avais, sachant qu'on était sur un terrain très touchy, vu la personnalité de Rudy, qui n'est pas toujours... n'est pas toujours des plus simples, et surtout, il n'est pas toujours des plus diplomates. Voilà, il est comme ça, il rentre dedans, c'est sa façon d'être, il le sait. Il le sait, on est plusieurs à lui a dit, écoute Rudy, vous ne servez pas votre cause en étant comme ça, je sais bien, mais je suis comme je suis, et bon voilà, c'est comme ça, il a son franc-parler, et maintenant il y a des dégâts collatéraux. Donc moi je savais que c'était un sujet touchy, donc j'avais un certain nombre de questions touchy à poser. Je les avais envoyées par mail au bourgmestre en disant voilà, je ne viens pas pour des questions. On sera nécessairement copains en sortant, quoi. Hein. Et alors, après avoir lu mes questions, il m'a dit non, je ne veux pas vous recevoir. De toute façon, le Conseil d'État a tranché, on ne revient plus sur cette histoire. Et puis dans leur esprit, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes l'ami de Rudy Cambier. Oui, tout à fait, je suis l'ami de Rudy Cambier, je ne suis absolument pas objectif. Et moi, c'est vrai qu'à la longue, j'ai trouvé personnellement que la thèse défendue par Rudy Cambier tenait bien la route. Donc c'est vrai que je l'ai valorisé. Je l'ai valorisé plus d'une fois. Mais j'ai donné la parole aux opposants, c'est-à-dire à Jean-Charles de Fontbrune. J'ai donné la parole, il y avait un doyen Cambier aussi. Il y avait il y avait un homonyme, un prêtre qui était originaire d'Elzel et qui était furieux contre Rudy Cambier parce qu'il voulait défendre le fermier Billaud qui avait besoin de cet argent. Et puis il trouvait que priver un fermier Billaud qui est tout à fait honorable, et il est tout à fait honorable, au nom d'un soi-disant trésor templier, etc. Donc ce prêtre était, et je crois toujours, historien amateur. Je lui ai donné la parole en long et en large. J'ai donné aussi la parole à un membre du cercle d'histoire de Hatt, qui était aussi, qui démolissait aussi la thèse de Rudy Cambier. J'ai voulu donner la parole à la commune d'Elzel, donc moi j'ai donné la parole à qui la voulait, et c'est moi qui étais la chercher parfois la parole. Hein. Et j'estime que un journaliste a aussi le droit, à un moment donné, après un certain temps, quand il a quand même une certaine maîtrise d'un sujet, il a aussi le droit, à un moment donné, de dire « Je trouve que la thèse de Rudy Cambier, elle tient parfaitement la route ». Il y a une autre histoire qui n'a pas été loin, et c'est assez surprenant, c'est que vous aviez... Alors, Rudy Cambier avait d'abord fondé une ASBL Archeotiming, et puis vous, et je dis vous parce que je pense que vous en faisiez partie, en tous les cas vous êtes encore sur le site, c'était une autre ASBL, Ivo de Licinis, donc le nom latin d'Yves de Lessines. C'était une ASBL pour essayer de promouvoir les travaux de Rudy Cambier, de les faire connaître. Et on a l'impression qu'il y a eu des excursions, il y a eu des parutions, il y a eu des articles. Et puis plus rien. Effectivement, il y a eu quatre revues qui sont parues. Il devait y avoir une suite. D'ailleurs, il y a une assemblée générale de cette ASBL Ivo de Lessinis dans les prochaines semaines. Et c'est à l'ordre du jour de l'association, voir si on continue. Et c'était des articles dans lesquels il y avait... une revue dans laquelle il y avait des articles notamment de Rudy Cambier et d'autres...
d'autres chercheurs qui allaient un peu aussi de leur regard, d'un regard particulier sur un quatrain, sur une hypothèse, etc. Mais c'est une... Bon, moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà, pour des tas de raisons, cette association, Bon, elle est quoi? Elle est endormie? Elle est moribonde? elle est, elle est, elle est, elle est en, allez, elle est entre parenthèses, quoi, mais il y a quelqu'un qui essaye de la relancer. Oui. Et par contre, la SBL Archeo Timing, donc là, elle est complètement morte. Donc là, c'est une SBL qui avait été créée à la demande de Rudy Cambier et puis présidée par Élie Lison, son ami dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc ça été créé pour initier les recherches, les fouilles, pour faire des fouilles. Donc cette ASBL a introduit un dossier de fouilles qui était refusé par la région en disant ouais, vous dites que vous avez deux archéologues, mais non, non eux disent que non. En fait, les archéologues avaient dit oui, et puis finalement, sous la pression, en disant, enfin, vous n'allez quand même pas vous engager dans un dossier de fouille du trésor des Templiers, c'est pas sérieux, vous n'allez pas faire ça. Donc apparemment, ils se sont désistés à la suite de ça. Enfin, il y a eu d'autres arguments qui étaient brandis par la direction, par la région wallonne ou par la direction de l'archéologie. Et puis, donc, à un moment donné, Rudy a dit on arrête cette association parce que de toute façon, même si on relance un projet et qu'on répond tout à fait aux demandes de la région wallonne, de toute façon, ils ne croient pas à notre projet. Donc, de toute façon, ils ne nous suivront jamais. Donc, c'est pas la peine de continuer. Donc, cette association, elle a complètement, elle était complètement dissoute, disons les choses comme ça. Maintenant, pour que les gens comprennent bien, c'est que quand on fait des fouilles, même dans son jardin, ce qui est le cas de Rudy Cambier, il faut l'autorisation de l'administration. Pourquoi? Parce que si jamais l'idée elle est tout à fait pertinente, si on trouve quelque chose de très intéressant dans son jardin ou n'importe où, il faut faire ça avec doigté. Quand on fait de l'archéologie, il faut aller à la brosse à dents, pas à la pioche, etc. Donc c'est pour ça. Et si vous ne respectez pas, vous n'avez pas l'autorisation de faire des fouilles, même dans votre jardin, que vous découvrez quelque chose, que vous n'avez pas eu l'autorisation, on va vous le confisquer. Donc ça, évidemment, Rudy Cambier, c'est hors de question pour lui de faire des fouilles sans autorisation. Et puis voilà, maintenant, on ne sait pas du tout si un jour l'idée de ces fouilles va être relancée, peut-être avec une autre administration, avec d'autres personnes. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai 70 ans, je voudrais consacrer une partie de l'énergie qui me reste à vivre, à ce que toute cette extraordinaire histoire ne tombe pas dans l'oubli, parce que Rudy Cambier, il a 80 ans, il est de mauvaise santé. Et dans 20 ans, il ne sera plus là, moi je ne serai plus là, et toute la génération qui l'a accompagné depuis 1998, on ne sera plus là. Et pour moi, ce serait une... Et là, je sors de... C'est plus le journaliste qui parle, c'est le citoyen qui dit, pour moi, ce serait une catastrophe si tout ça tombait à l'eau, quoi. Vous avez quand même le plaisir, on va le dire, de voir que le folklore, lui, il s'est déjà emparé de l'histoire. Hein. Il y a deux géants, Yves de Lessines d'abord, et puis Nostradamus, Oui, tout à fait. Donc, qui se sont créés. tout à fait. Donc, dans le village de Cambron-Casteau, où se trouve la Pairie des As, où il y avait l'abbaye de Cambron, il y a une société de géants qui était elle aussi, bon, qui est un peu tombée en léthargie pendant un certain nombre d'années, et puis qui a reçu un petit coup de pouce d'Éric Dombe, donc le patron de Pairie des As, qui a dit ah ben, si vous le voulez, je peux vous financer deux géants. Et ce serait une façon de relancer. Et pourquoi pas, pour premier géant, la figure de Yves de Lessines.
Et la Société des Géants a dit, ah ben oui, c'est très bien. Donc ils ont créé, donc il y a 4-5 ans maintenant, ils ont recréé un nouveau géant, Yves de Lessines, qui est déjà sorti plusieurs fois. Et 2-3 ans après, donc c'est tout récent, ils ont créé aussi dans la foulée un géant, Nostradamus. Alors évidemment, c'est extraordinaire de voir en plus qui sont plutôt ennemis, hein, qui sont plutôt ennemis. D'ailleurs, c'était la volonté que autant, en tout cas le but était le suivant, c'est que Yves de Lessines ait un visage agréable et que Nostradamus ait le visage d'un méchant. Donc en tout cas, cette société de géants qui maintenant est en train de se redynamiser, ils connaissent bien l'histoire racontée par Rudy Cambier et ils y adhèrent. Ils sont, en tout cas le président et le secrétaire, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, ils sont vraiment à fond dans cette histoire. Donc eux, effectivement, par rapport à eux, on peut compter sur eux pour que cette histoire ne meure pas de sa belle mort dans les prochaines années. Ça viendra peut-être plus de la base que du sommet. Peut-être. Hein, on attendrait que les archéologues, les historiens valident, se consacrent un peu de temps à cette thèse et disent le bien qu'ils en pensent ou pas, mais qu'au moins ils prennent le temps de la valider ou de l'invalider. Et ici, c'est le silence le plus... Oui, tout à fait. En tout cas, ça fait partie des rêves, des fantasmes de Rudy. Ce serait que le peuple s'empare de cette idée et que, vu l'engouement du peuple pour cette idée, que enfin les autorités de toutes sortes ben, se rendent compte qu'il y a un engouement populaire et que se sentent un peu obligés de prendre la balle au bond et de mettre en route toute une série de choses, encore une fois, des animations, des chemins, peut-être des fouilles, enfin tout ce qui... Parce qu'il y a un potentiel, ne fût-ce que touristique, quand on se rend compte de l'espèce de fascination qu'exercent les Templiers dans l'imaginaire public, rien que ça, il y a un potentiel extraordinaire à exploiter, rien que sur les Templiers. Non, ne parlons pas de tout le reste. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Avec plaisir.